Eh bien, pour démarrer les débats, bien démarrer les débats et préparer la table ronde qui arrive, nous avons le plaisir d'inviter Pierre Lamblin. Pierre Lamblin, vous êtes le directeur de la donnée et des études de l'APEC. Et vous avez, bonjour, et vous avez réalisé, alors vous réalisez un certain nombre d'études, mais il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention, qui est récente, c'est l'étude sur la fidélisation des collaborateurs. Vous êtes l'APEC, c'est donc bien la fidélisation des cadres. Tout à fait. Voilà, exactement. Et donc, on est impatient maintenant d'avoir les grandes lignes des résultats de cette étude. Nous vous écoutons. Donc, moi, j'avais quand même une question à vous poser. Alors, la DARES nous dit 550 000 démissions quand même en France depuis le Covid. Ça, c'est à échéance du 1er janvier 2023, si mes souvenirs sont bons. 550 000 démissions, c'est pas rien. Mais elle nous dit aussi que 72% de ceux qui ont démissionné ont retrouvé un emploi dans les 12 mois qui ont suivi. Et donc, plutôt que de parler de grandes démissions, elle nous dit on vaut mieux parler de grandes rotations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, une petite explication, en France, si les salariés démissionnent, c'est pour changer de job, voire se reconvertir, voire exercer un nouveau métier. Et non pas suite à des débauchages massifs dans les entreprises comme ça se passe ou ça s'est passé aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et nous avons, s'agissant des cadres, quelques indicateurs pour le traduire, notamment les intentions de mobilité qui sont exprimées par les cadres, qui restent importantes, puisque 37% des cadres envisagent de quitter leur entreprise dans les 12 prochains mois, et 14% à 3 mois. Oui, c'est ça. Et vous avez, vous dites donc des cadres qui démissionnent le font à 22% dans les 2 ans. Alors ça, c'est intéressant aussi. Tout à fait. Nous avons cherché à objectiver, justement, à quantifier ce que ça représentait chez les cadres. Nous l'avons publié l'an dernier. Nous avons publié une nouvelle étude sur les conditions de ces démissions également. Et chez les cadres, ce chiffre est quand même assez significatif, puisque 22% des cadres du privé déclarent avoir démissionné dans les 2 années suivant leur embauche, durant les dernières années. Et une grande proportion. Et cette proportion monte à 42% chez les moins de 35 ans. Voilà, c'est ça. Exactement. Pourquoi? Parce que les moins de 35 ans sont très lucides de ce qui se passe sur le marché. Et dès que le marché est favorable, ils savent qu'ils ont un rapport de force en la faveur et qu'ils peuvent être courtisés, appréciés par les recruteurs pour leurs compétences. Et vous avez, je crois, une diapo qui vient illustrer ce... Alors, pour quelles raisons justement ces cadres démissionnent-ils? J'aimerais y revenir. Donc, la première raison, c'est justement une opportunité de changer d'entreprise qui se présente, notamment pour gagner en rémunération. Dans un contexte, je le rappelle, d'hyperinflation, on est sur une tendance, selon l'INSEE, à plus de 4% cette année encore. Sachant que tous les cadres ne sont pas augmentés chaque année. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde, qui est pas neutre, qui est à entendre véritablement quand on est recruteur ou manager, c'est un décalage qui s'installe dans le temps entre la promesse tenez l'embauche, donc ce qu'on appelle la promesse employeur, et la situation à l'instant T. Donc une déception de la part du cadre, parce un ressenti, voilà, un décalage par rapport à ses aspirations, ses attentes. Pourquoi? Parce que les cadres démissionnaires, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent avant toute chose de meilleures conditions d'emploi. Donc j'ai évoqué la rémunération, mais aussi un travail plus intéressant, donc un renouvellement de leur intérêt dans le travail, mais aussi des missions qui leur sont confiées, et enfin de meilleures perspectives d'évolution professionnelle. D'où l'importance extrême de l'entretien de départ ou l'entretien d'onboarding. Peut-être quand même avant, un point quand même sur lequel on peut revenir un instant, c'est sur le temps de recrutement désormais, puisque ça c'est une conséquence aussi du contexte que l'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. On est dans un contexte de marché toujours favorable, avec des tensions de recrutement qui se sont installées déjà il y a plusieurs mois, voire 2-3 ans, qui perdurent, qui vont persister.
On le mesure très bien à travers un baromètre qu'on publie tous les 3 mois. Donc le dernier a été présenté à la presse tout début novembre. Et pour le 4e trimestre de cette année, on a 3 entreprises sur 4 qui anticipent des difficultés pour recruter. Donc ce contexte se traduit aussi par un allongement de la durée de recrutement, comme vous le dites, puisqu'on est passé de 9 à 12 semaines en l'espace de 3 ans. Et là, c'est pour les cadres. C'est un délai moyen, je rappelle, parce que certaines entreprises peuvent aller jusqu'à 15-16 semaines. Donc on voit bien l'investissement que ça demande pour, en temps, voire en investissement également, en argent, puisque ça peut être une perte d'activité de chiffre d'affaires si on ne recrute pas rapidement. Donc on voit bien les conséquences, l'impact que ça peut avoir, d'où l'importance de bien analyser aussi les causes du départ dans des entretiens qu'on appelle d'offboarding à mener. Alors, de manière plus systématique. On va y venir. Simplement un point sur le télétravail. On le voit partout, on l'a lu, on le lit aussi dans votre étude. 60% des cadres, c'est ça, ne prennent pas le poste s'il n'y a pas de télétravail. Oui, quand j'ai évoqué l'attente qu'ont les cadres justement d'avoir de meilleures conditions d'emploi, de travail, le télétravail en fait partie. On a aujourd'hui plus de 60% des cadres qui ne rejoindraient pas une entreprise qui ne propose pas de solution de télétravail. Donc on voit bien que le télétravail s'est installé et on ne reviendra pas à la situation d'avant. Alors comment on répond à cette situation-là? Comment on fait pour fidéliser les cadres finalement? Alors, oui, je voulais venir un instant juste sur la slide, et j'ai une slide qui est intéressante justement qui montre la proportion d'entreprises qui aujourd'hui réalisent donc des entretiens de départ, et on voit sur cette diapo qu'on a une différence marquée selon la taille de l'entreprise. Bien entendu, les grandes entreprises sont plus outillées, mieux armées, elles réalisent ces entretiens d'offboarding plus régulièrement, puisque plus de 80% le font occasionnellement, même si elles ne sont que 32% à le faire systématiquement. Au global, toute taille d'entreprise confondue, on n'est qu'à 35% qui le font systématiquement. Ouais. Et on sait toute l'importance de le faire régulièrement, voire systématiquement, justement pour pouvoir les consolider, ces analyses, et trouver des leviers d'action justement pour résorber, freiner ce turnover. Les entreprises ne disent pas que le turnover est négatif en soi. Il faut du turnover, du bon turnover. Vous parlez d'un turnover sain. Un turnover sain. Dans votre étude, vous mettez le turnover sain. Un turnover sain. Qu'est-ce que c'est que le turnover sain? Tant qu'il reste raisonnable, tant qu'on n'est pas dans les 20%, comme on a trouvé dans les entretiens qu'on a menés avec certaines entreprises, dans les services, sur des métiers à forte tension dans le numérique ou dans la data. Là, c'est extrêmement élevé, et c'est d'autant plus compliqué de pouvoir trouver le candidat qui va remplacer la personne qui est partie. Alors sur les intentions de mobilité, vous dites aussi dans votre étude, votre étude fait apparaître 37% des cadres qui déclarent avoir une intention de mobilité dans les 12 mois qui suivent. C'est bien ça, c'est sur les 12 mois? Tout à fait. Alors juste un point pour dire que la banque, le turnover, c'est 10%. Je pense que c'est un turnover qui doit être à peu près sain, oui, par rapport à ce que vous disiez. Oui. Mais 37%, c'est beaucoup. Alors attention, on est bien sur des intentions. Oui. Donc des intentions à 12 mois. Voilà. Après, c'est un peu comme les intentions de se reconvertir. Tous les cadres ne vont pas passer à l'acte. Donc il y a toujours un décalage entre l'intention et la réalisation. Donc en réalisation, on est plutôt autour de 10-12% de mobilité externe chez les cadres. Voilà. D'accord. Donc ce qui traduit un turnover, on va dire, plutôt raisonnable. Alors bien sûr, on peut avoir des activités, des secteurs où on a des turnovers beaucoup plus élevés, comme dans l'informatique ou le numérique. Oui, c'est sûr, des métiers vraiment très en tension pour le coup. Très en tension parce que on est, je le rappelle, sur des secteurs qui recrutent fortement, qui sont les activités informatiques, les activités d'ingénierie R&D, mais aussi celles du conseil. Donc ce sont des secteurs fortement recruteurs où on a une fluidité du marché, donc beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, de par le fait qu'en France, les cadres sont enclins à changer régulièrement d'entreprise, assez souvent.
nous avions à une époque une pardonnez-moi, vous dites en France parce que vous avez comparé avec d'autres... Oui, alors on avait à une époque une étude européenne qui nous permettait de mettre en perspective ce chiffre par rapport à d'autres pays européens. Et à l'époque, j'avais tendance à dire, et je pense que c'est toujours le cas, même si on ne l'objective pas tout à fait aujourd'hui, mais le cadre français est le champion européen de la mobilité externe. Donc il est celui qui bouge le plus. Voilà. Alors attention, c'est le changement d'entreprise, c'est pas nécessairement la mobilité géographique. Hein, voilà, donc ne pas confondre. Oui. Ok. Alors, comment réagissent les entreprises face à cette situation-là? Vous avez aussi, alors d'abord, vous avez comparé les situations selon la taille des entreprises. Hein, et puis ensuite, vous avez dégagé 10 leviers, hein, c'est ça? Tout à fait. Peut-être déjà sur la taille des entreprises, si on peut... Tout à fait. Dans notre étude, on a mené à la fois des entretiens qualitatifs, donc avec à la fois des dirigeants, des recruteurs, mais aussi des consultants experts en ressources humaines, et un travail aussi quantitatif de manière à avoir quelques données pour objectiver ce qu'il en est. Justement, quelles sont les réactions des entreprises? Elles se disent préoccupées, justement, face au turnover, et la situation est marquée selon la taille de l'entreprise. On le voit très bien sur cette diapo, puisque les grandes entreprises sont à 57% préoccupées par les départs de leurs salariés ou par les risques de départ. Et on voit très bien le contraste entre les grandes et les petites entreprises. Je prends l'autre extrême, donc les entreprises de moins de 10 salariés, les TPE, donc qui sont seulement 19% à se préoccuper de cela. Et si on regarde celles qui passent vraiment à l'acte et qui mettent en œuvre des actions, là aussi, elles ne sont qu'une sur deux et plus majoritairement dans les grandes entreprises. Oui, bien sûr. Et donc on verra tout à l'heure, lors de la table ronde, où en sont les banques par rapport à cette question. Tout à fait. Est-ce qu'elles sont sensibilisées, plus ou moins? Et si oui, on verra. Être sensibilisé, c'est une chose, mais ensuite, il faut passer à l'action et mettre en œuvre. Alors justement, les leviers. Des solutions. Alors les leviers, justement, c'était aussi l'objectif de cette étude, c'était aussi d'identifier des leviers d'action permettant à l'entreprise de construire, de bâtir une stratégie, une véritable stratégie de fidélisation, tout en sachant que il est plus convenable d'avoir une démarche structurée en la matière. Hein. Et ça commence, on le voit très bien sur ce schéma, quand je dis démarche structurée, c'est une démarche tout au long du parcours des salariés qui commence dès l'embauche. Dès l'embauche, j'ai évoqué tout à l'heure la promesse à l'embauche, la promesse employeur qui est extrêmement importante. Ne pas se tromper, ne pas faire de surpromesses qui peut se retourner à l'encontre de l'entreprise à un moment donné. Un effet déceptif. Effet déceptif. Voilà ce pourquoi on ne va pas nécessairement rester ou se projeter dans l'entreprise. Après, ce sont les premières années lors desquelles on constate, comme je l'ai évoqué, un certain nombre de démissions précoces, fortement chez les cadres, et tout au long du parcours, jusqu'au départ, qui se produira tôt ou tard, donc cet entretien de départ, d'offboarding, qui est extrêmement important. Je reviens sur les leviers qui sont présentés dans cette slide un peu patchwork, puzzle, voilà. On en a identifié un certain nombre. Je ne vais pas tous les nommer. J'aurais tendance à dire mieux fidéliser, c'est avant tout mieux recruter, mais c'est aussi mieux manager. Hein, et mieux recruter, c'est notamment penser différemment l'évolution des rémunérations par rapport au fait que j'ai souligné tout à l'heure, que c'est le premier facteur aujourd'hui qui est jugé essentiel par les cadres pour rejoindre une entreprise. C'est une préoccupation régulière des cadres. Ils sont très préoccupés par leur perte de pouvoir d'achat. Donc le sujet de la rémunération est un sujet numéro 1. Donc vraiment être attentif à ce sujet-là. C'est aussi entretenir une bonne ambiance de travail et le travail collaboratif. Donc l'ambiance de travail est aussi un critère jugé très important par les cadres. Et je rappelle, c'est un enjeu important, et nous y reviendrons dans une étude à paraître sur les pratiques managériales. C'est un dilemme qui s'installe aux yeux des managers, justement.
comment concilier le suivi individuel et la gestion du collectif. Donc une attention toute particulière, et c'est un levier sur lequel travailler justement pour fidéliser. Et enfin, c'est aussi favoriser l'évolution professionnelle des collaborateurs. Là aussi, les cadres expriment une forte attente en la matière, et à travers cela, c'est aussi accompagner le développement de leurs compétences. Et rapidement, quand j'évoque tout à l'heure manager autrement, c'est aussi témoigner de la reconnaissance. La reconnaissance salariale, c'est bien, mais c'est une fois par an. Donc la reconnaissance, ça se travaille, c'est du quotidien. C'est du long cours. C'est du long cours, voilà. Ça s'entretient. Comment motiver son collaborateur, comment l'encourager, comment le féliciter quand c'est le cas. Si on ne le fait pas, c'est autant de facteurs pour démotiver le cadre. Et alors justement, pardonnez-moi, juste une incise, vous dites il faut repérer les moments clés et il faut aussi repérer les profils. Donc, dans votre étude, les profils rares, vous faites une catégorisation, hein, vous catégorisez, vous dites il y a des profils dits rares, il y a ceux qui sont clés, et puis il y a les talents. Et donc, comment on ne les gère pas de la même façon, j'imagine? Voilà, c'est tout. On le sait, les grandes entreprises travaillent beaucoup sur la question, justement, à travers ces réflexions sur les hauts potentiels, sur les talents, et ceci dans une logique d'anticipation, justement, parce qu'on le sait que les salariés ne resteront pas toute leur vie professionnelle dans l'entreprise. Leur carrière, oui. Donc, c'est comment anticiper et préparer l'évolution des personnes qu'on a pu repérer comme potentielles et qui peuvent évoluer vers la fonction managériale ou vers des fonctions d'expertise sur lesquelles on peut compter en matière de compétences. Donc c'est tout ce travail qui est à faire, à repérer, à anticiper pour que ça se passe bien, si je puis dire. Sinon, on retombe dans les travers. Si on attend de se retrouver devant le mur, comme on a pu le constater dans certaines PME, qui ont conscience de cela, mais qui sont reprises par le quotidien, et qui ne peuvent pas le faire et se retrouvent dans la difficulté de recruter nécessairement. Je reviens sur manager autrement, donc c'est témoigner de la reconnaissance, mais c'est aussi veiller à l'intérêt au renouvellement des missions, c'est important aussi aux yeux des cadres, être attentif à la charge de travail et à l'épanouissement du cadre. Je pense à l'équilibre subtil entre vie pro et vie perso. Là aussi c'est important, et aussi laisser suffisamment d'autonomie à ses collaborateurs, c'est important. C'est tout le dilemme entre justement ce juste équilibre, ce savant dosage, si je puis dire, entre contrôle et autonomie. Autonomie. Il en faut du contrôle, pas trop, mais il faut aussi de l'autonomie pour laisser davantage d'initiatives, lâcher la bride, si je puis dire, aux collaborateurs pour qu'ils donnent le meilleur. Voilà, autonomie sur finalement ce qui fait la mission ou la fonction, et aussi peut-être souplesse sur un certain nombre de contraintes. Exactement, ça va de pair avec la souplesse. Si on veut obtenir le meilleur de ses collaborateurs, d'autant plus chez un cadre qui par définition est plus autonome, voilà. Mais l'autonomie, c'est pas notamment l'indépendance, on n'a pas de compte à rendre, voilà. Donc il y a des jalons à poser, il y a un certain nombre d'échanges, on n'attend pas l'entretien annuel pour échanger avec son collaborateur, ce qui peut encore exister dans certaines entreprises, hein, des aberrations comme celle-là. Bon, c'est assez peu fréquent dans les grandes entreprises, fort heureusement. Oui, alors il y a 10 leviers. Alors vous n'avez pas tous les déclinés là aujourd'hui. Hein. Je propose moi à ceux qui nous écoutent d'aller voir votre étude que l'on pourra d'ailleurs télécharger si vous en êtes d'accord, bien sûr, bien sûr. Sur votre site, mais c'est déjà le cas, mais aussi peut-être sur celui de l'AFB. Bien sûr. Vous dites le marché du travail va rester dynamique. Alors qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Alors, le marché de l'emploi cadre résiste beaucoup mieux que pour les autres catégories professionnelles. Pourquoi ? Parce que le marché est tiré par des gros secteurs recruteurs. Je les ai évoqués, activité informatique, ingénierie R&D. Les activités informatiques, c'est beaucoup de cadres informaticiens. C'est aussi l'ingénierie. Et enfin... tout le secteur du conseil, mais aussi banque, la banque et l'assurance. Voilà, ce sont tous ces secteurs des services qui font 75% des recrutements chaque année, je le rappelle, et qui recrutent fortement, notamment sous l'effet des transformations.
Il faut penser à la transformation numérique qui a déjà commencé il y a quelques années. On parle beaucoup de la transition écologique aujourd'hui, qui devrait permettre aussi de recruter de nouvelles compétences et qui va aussi verdir un certain nombre de métiers chez les cadres. Donc, bien sûr, on a des aléas conjoncturels qui peuvent freiner le marché, comme on l'a vu avec la crise sanitaire, comme on l'a vu plus il y a quelques années, donc avec la crise des subprimes. Mais globalement, je rappelle, il faut revenir à il y a 30 ans, 1993, pour retrouver les dernières destructions d'emplois cadres. D'accord. Donc le marché, globalement, continue à progresser, est créateur d'emplois, de par le fait aussi qu'il est soutenu par ces secteurs, mais aussi par l'investissement. C'est l'investissement qui est très moteur dans les recrutements et à la marge, le remplacement des départs à la retraite. Alors, votre étude est un outil. Clairement, hein. C'est un outil pour les ressources humaines, c'est un outil pour, comme vous dites, trouver les leviers, peut-être en améliorer certains. Notamment pour les entreprises de petite taille, hein, dont ne font pas partie les entreprises de la banque, de la science, qui sont des grandes structures. Il peut y en avoir, mais il peut y en avoir, mais de façon moindre, mais surtout les petites structures qui n'ont pas tous les outils. Donc cette étude est aussi destinée pour eux, mais aussi pour les cadres. Merci. Mais d'ailleurs, une question encore pour conclure. La prochaine étude, c'est quand? C'est quoi? Ça porte sur quoi? Et Alors, la prochaine publication de l'APEC, c'est ce jeudi 23 novembre. Et nous publierons donc l'édition 2023 de notre baromètre annuel des pratiques managériales. Donc, on va reparler de l'importance de comment manager, mais aussi sur le fait que aujourd'hui la fonction managériale attire encore, contrairement à certaines idées reçues. Donc ceux qui le sont veulent le rester. Je fais un peu de teasing. Hein. Oui, j'ai bien compris. Et on a toujours une proportion équivalente de non-cadres qui souhaitent le devenir. Oui. Après, si on se projette un peu plus loin, sans citer toutes les publications, nous en avons une très intéressante et qui devrait intéresser beaucoup d'entreprises, notamment dans la banque et l'assurance. C'est le sujet de la qualité des conditions de vie de travail, QVCT, hein, oui. Tel que les cadres l'aperçoivent en entreprise. Pierre Lamblin, merci beaucoup merci pour ces éclairages. Et puis, la table ronde qui va suivre, je suis sûr, vous intéressera, puisque vous allez avoir là aussi des témoignages très concrets des banques, des représentants des banques, et peut-être que ça viendra aussi apporter son obol à vos travaux. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.